Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de deux sujets. Tout d'abord, j'ai vu pas mal de commentaires passer autour de l'envie de vendre et c'est normal suite à la hausse qu'on a eue en bourse. On va se donner quelques exemples, par exemple sur Tesla, IMS ou encore Nvidia. Et je vais un petit peu vous donner la façon que j'ai d'aborder justement les fortes hausses et répondre à la question de l'envie de vendre. Et en deuxième partie de vidéo, on va parler d'un sujet très intéressant que je voulais évoquer depuis longtemps, c'est le dilemme de l'innovateur. Et on va faire un exemple sur Google, mais plein d'autres entreprises peuvent être impactées par ce dilemme. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision sur les entreprises, mais à vous de mener vos propres analyses. Donc oui, j'ai reçu pas mal de commentaires sur l'envie de vendre, notamment IMS qui s'est fortement apprécié en bourse depuis quelques semaines. De la même façon, on a Nvidia, on a à peine eu le temps de toucher sous les 100 dollars, qu'on est déjà reparti à plus de 135. Tesla, de la même façon, elle était pas loin des 200 dollars il y a encore peu. Aujourd'hui, elle est pas loin des 350. Et ces titres, on a eu beaucoup de bonnes nouvelles dessus. Je prends ces trois-là aléatoirement, mais il y a plein d'autres entreprises qui se sont à nouveau très fortement appréciées en bourse dans le portefeuille. Et je pense aussi dans vos portefeuilles, vu ce qui s'est passé sur les marchés, comme je vous le montrais ici. Et le pire, c'est qu'au-delà des nouvelles qu'on a eues dans les médias, qui ont clairement aidé à la baisse momentanée qu'on a eue sur avril, on a aussi des bonnes nouvelles sur les entreprises et ça peut être aussi des fondamentaux qui s'améliorent tout simplement. Par exemple, sur Nvidia, on a eu une conférence très intéressante d'ailleurs. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs de la tech qui parlaient à cette conférence et dans ce cas-là, c'était le fait qu'ils vont faire du chiffre d'affaires, ils vont recevoir une grosse commande de la part du projet Humane pour développer des outils en IA. On a aussi IMS qui, déjà de base, c'est une entreprise pour laquelle je pense que le marché a beaucoup de mal à la valoriser. Ça commence à aller mieux, mais pendant très longtemps, on a pu l'acheter à un prix qui était quand même assez bas, d'après en tout cas mes chiffres et mon analyse. C'était mon opinion, chacun fera ses analyses. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, bravo à tout le monde pour vos plus-values. Au final, les analyses ont été faites, chaque personne a décidé de prendre une position ou pas, et je ne connais pas le cas de chacun évidemment, mais vu le nombre de commentaires que j'ai vu passer sur différentes actions comme IMS, etc., je pense qu'il y a des personnes qui ont pas mal de plus-value latente. Donc bravo à vous pour vos analyses. Et si on continue par exemple sur Tesla, on a beaucoup d'employés qui communiquent de plus en plus sur ce qu'ils font dans l'entreprise. Et donc forcément, ça fait parler aussi en bourse. Et peut-être que l'entreprise en a aussi profité du coup au niveau du cours de son action. Maintenant, pour essayer de revenir sur le fait de vendre ou pas. Personnellement, sur ces trois titres, je vous le dis, je ne vends pas. Mais je comprends l'envie de vendre et vous allez un petit peu aussi comprendre plus tard, je vais vous expliquer, dans les grandes lignes quand est-ce que je vends ou pas et vous allez comprendre du coup pourquoi je vends pas à mon avis. Cependant, je tiens à le dire, il n'y a pas de petite, plus-value. Une phrase en anglais, si je la traduis qui est très connue, c'est: «On n'a jamais vu quelqu'un faire faillite en prenant une plus-value» et je comprends donc qu'on a envie de prendre les gains. Il y a aussi 2 alternatives que j'aime bien évoquer. La 1re, ça peut être de sortir sa mise de départ. Comme ça, ce qu'on laisse, c'est que du gain au final, puisqu'on a déjà sorti sa mise de départ, ça permet de se rassurer émotionnellement. Et il y a aussi la possibilité, pour ne pas prendre une décision trop hâtive, de faire un DCA inversé, c'est-à-dire tous les tant de pourcents de hausse en plus, vous sortez de tant de pourcents de la position. C'est des alternatives assez connues pour justement prendre une partie des gains tout en n'ayant pas à se poser la question du fameux: «Est-ce que j'aurais pas pu attendre plus? Est-ce que j'ai vendu trop tôt?» Et une question d'ailleurs aussi que j'aime beaucoup me poser, c'est: est-ce que je dors sur mes 2 oreilles avec X, Y ou Z actions en portefeuille? C'est une question très importante pour moi parce que si on n'est plus à l'aise avec le titre, eh bien, je peux tout à fait comprendre qu'émotionnellement, on ait envie de prendre une partie de sa plus-value, voire la totalité. Maintenant, je vous fais une version assez courte de quand je vends. Je vous dis courte parce qu'il y a une vidéo complète là-dessus dans le programme, mais l'objectif, c'est de traiter pas mal du sujet dans cette vidéo. D'ailleurs, en parlant du programme, petit instant publicité, pour ceux qui veulent en savoir plus, premier lien en description, vous avez la page de présentation avec tout le contenu, la formation, mais aussi l'accès à mon portefeuille bourse et crypto, les vidéos que je fais chaque semaine dans lesquelles je parle un petit peu de ma vision des choses en ce moment, de mes achats, je fais aussi les sessions de travail, etc. Bref, revenons à la vidéo. Si je vous fais une version courte, tout d'abord, s'il y a des changements de fondamentaux au sein de l'entreprise, eh bien, dans ce cas-là, j'accepte de couper ma position si on ne correspond plus à mon analyse de départ. Ensuite, il y a le fameux cas de si je vois une meilleure opportunité. Et là, je dis prudence et personnellement, j'aime beaucoup réfléchir avant, de faire ça. Parce que déjà, premièrement, je vais tout faire passer par les finances personnelles. C'est-à-dire que si je vois une meilleure opportunité, est-ce que je peux l'acheter en gagnant plus d'argent, en, gérant mieux mes finances personnelles, en ayant un plus gros écart entre mes revenus et mes dépenses? Et ensuite, ça se réfléchit aussi parce que souvent, ça peut être des décisions émotionnelles et au final, bien souvent, en tout cas, ça, c'est quelque chose que je vous partage et il y a beaucoup d'investisseurs
qui en parle aussi. J'ai souvent regretté de vendre mes bonnes positions, mes actions gagnantes et parfois la meilleure chose qu'on peut faire en bourse, c'est de ne rien faire sur ces lignes. Ensuite, la rationalisation. Ça, c'est un cas qui m'est beaucoup arrivé il y a à peu près 1 an et demi, 1 an. En fait, c'est que j'avais des lignes beaucoup trop petites en portefeuille et j'aime vraiment connaître mes entreprises, les suivre parce que sinon autant, avoir un panier d'actions via un ETF par exemple ou un fonds. Et dans ce cas-là, je peux être amené à couper des lignes, non pas parce qu'elles me plaisent plus, mais parce que tout simplement garder une ligne qui est trop petite en pourcentage par rapport au patrimoine, c'est beaucoup de travail pour, peu de potentiel de retour sur investissement, en valeur j'entends, pas en pourcentage. Mais au final, moi ce qui m'importe, c'est la quantité bien plus que le prix de revient unitaire parfait ou le gros pourcentage. Ce qui est important pour moi, c'est la taille des positions, bien au-delà d'avoir un prix unitaire parfait. Le point suivant qui revient souvent, c'est je trouve que l'entreprise est survalorisée et donc j'ai envie de la vendre. Ça, c'est tout un débat, clairement. On peut se faire la version courte aujourd'hui, mais en gros, l'immense question que j'invite à se poser, c'est est-ce que l'entreprise, elle peut grandir dans sa valorisation d'après l'analyse qu'on a fait, ou est-ce qu'elle est vraiment survalorisée? Et évidemment, c'est votre analyse qui vous répondra. Je vous mets cette question ici que j'aime me poser à chaque fois et je vous laisse méditer dessus. Est-ce que l'entreprise va être capable de grandir dans sa valorisation ou pas? Et enfin, le dernier point, c'est l'implication sur les impôts. Alors ça, c'est assez dur parce que dans la communauté, on est bon, francophone, mais il y a plein de régions différentes, plein de pays différents, j'entends. Et donc, au final, c'est lié beaucoup à sa résidence fiscale. Si on a un compte, avec des impôts optimisés selon les pays et cetera, donc c'est dur à dire. Par contre, n'oublions pas qu'effectivement, dans tous les cas, si on prend une plus-value, il y aura des impôts et quand les montants commencent à être élevés, personnellement, ça m'embête de donner un gros billet aux impôts alors que je voulais conserver l'action pour le long terme. Donc je réfléchis toujours à 2 fois sur ce sujet-là aussi. Voilà pour la version courte et j'espère vraiment que ça vous aidera. Maintenant le dilemme de l'innovateur et on va se faire un exemple avec Google. Donc le dilemme de l'innovateur, c'est quand une entreprise qui, établit, qui a un business model, elle vient à hésiter à adopter une innovation qui est en train de disrupter son business model actuel et qui menace donc, l'argent qu'elle gagne en ce moment. Et un exemple, pour, justement, parler de cette définition, on peut parler de Google et de l'intelligence artificielle. Dans ce cas-là, le dilemme, il serait lié à, en gros, qu'une très grosse partie de son chiffre d'affaires vient de la publicité, notamment les recherches Google. On a plus de 50 du chiffre d'affaires, la dernière fois que j'ai regardé, je crois que c'est 55-56 en 2023. Et ben, l'IA générative dans la recherche, elle pourrait réduire les clics, puisque si au lieu de vous donner des liens pour lesquels les annonceurs en publicité payent, on vous donne une réponse, eh bien, comment vous allez le monétiser? C'est pas impossible. Ils pourront certainement le monétiser un jour, mais c'est un nouveau format. C'est quelque chose à mettre en place pour justement rester dans la course. Et la question à se poser, et que je me pose dans mon analyse, puisque j'ai peu de lignes en portefeuille et donc je passe mon temps à les rechercher, et la question, c'est est-ce que Google doit-il choisir de risquer de réduire le revenu principal, donc le chiffre d'affaires, en adoptant l'intelligence artificielle de façon plus agressive, ou vont-ils être dépassés par la concurrence? Et c'est un équilibre entre protéger les revenus publicitaires et innover avec l'IA. D'ailleurs, je vous dis souvent cet exemple parce qu'on avait annoncé que Google était mort début 2023, fin 2022, quand ChatGPT, était en train de devenir, populaire et que ça passait partout dans les médias. À l'époque, j'avais pas mal acheté et j'utilise souvent cette analogie de dire, «Google est fini, ChatGPT les a tués». C'est ce qui se disait à l'époque dans les médias. Et au final, bah, je fais souvent ce rappel par rapport aux émotions sur le court terme. Mais il y avait du vrai aussi là-dedans et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, sur la chaîne, bien évidemment que Google doit innover dans l'IA. Ils sont très bien placés, ils ont beaucoup de techno là-dedans, beaucoup d'ingénieurs, ils sont, au balbutiement de l'intelligence artificielle, on le sait. Mais maintenant, je dois surveiller ça de près parce qu'on a le dilemme de l'innovateur. C'est-à-dire qu'en utilisant l'IA et en mettant les nouveaux outils en place, ils peuvent un petit peu attaquer leur chiffre d'affaires. Et si ça venait à arriver en bon ou en mal, je prendrais des décisions. Imaginons qu'ils deviennent ultra leaders dans l'IA, peut-être que je pourrais racheter plus de cette action. Et si par contre, il y a du mauvais et que je vois qu'ils perdent des parts de marché, peut-être que je déciderai de couper une partie de ma position. Et ça, seule mon analyse qualitative et un suivi de l'entreprise dans le temps va le dire. Si on continue notre exemple, pour vous donner des actions concrètes, je veux voir Gemini de partout. C'est-à-dire que personnellement, je veux de l'innovation. Je veux pas qu'ils se laissent vivre, qu'ils aient un petit peu de croissance et puis un jour de la décroissance et que l'entreprise, dans 20 ans, eh bien, ce soit une entreprise qui n'évolue plus, qui n'a plus de croissance, etc. Non, moi, si je suis sur l'entreprise, c'est parce que le modèle est bon. J'entends le langage d'intelligence artificielle, l'outil Gemini,
Mais être bon, ça suffit pas. Avoir le meilleur outil, ça suffit pas. Il doit être adopté. Et j'ai le sentiment qu'il commence à s'attaquer au dilemme de l'innovateur. D'ailleurs, ça arrive quand je suis sur Gmail, dans les documents Google, et cetera. Là, c'en est un, celui que je vous montre à l'écran. Et ben, de partout, j'ai des pop-up, des petites fenêtres qui apparaissent et qui me disent veux-tu utiliser l'IA, etc. Et pour l'instant, les chiffres tiennent, aussi bien sur la publicité que l'adoption sur le cloud, les utilisateurs, etc. Ça tient. Mais je me dois de faire du qualitatif en permanence et c'est d'ailleurs pour ça que je dis, chacun fera sa propre analyse au final. Parce que si vous avez peur de l'IA pour Google, je comprends que vous ne soyez pas sur l'entreprise. Et si un jour je vois du bon ou du mauvais, je pourrais aussi bien racheter plus que vendre l'entreprise. Google a des milliers d'utilisateurs, notamment sur YouTube, avec Gmail, avec leur suite d'outils, etc. Oui, c'est très bien, mais la rentabilité, elle est peut-être pas aussi bonne que sur la publicité. Pareil, une question à se poser. Là, je vous donne des questions justement sur cet exemple de Google, mais il y a plein d'autres entreprises, je vous en parle à la fin. Pareil, ils sont très bons sur le cloud, belle croissance, gros potentiel de marge et ils y travaillent. Donc je vois du positif. Par contre, oui, il y a le dilemme de l'innovateur, c'est passionnant et je vous en parle sur Google parce qu'il y a des vrais risques sur la publicité, sur les recherches, mais c'est le cas sur plein d'autres entreprises. Ce dilemme, il est vrai pour la plupart des entreprises et généralement, si une entreprise disparaît, c'est qu'elle a raté un tournant et qu'elle s'est fait disrupter. Pensez Microsoft et Apple qui doivent se battre par exemple dans la tech, mais vous avez d'autres secteurs, la banque, il y a beaucoup de disruptions à mon avis, les assurances, la santé. Enfin bref, c'est des sujets passionnants et évidemment, ces choses-là, ça fait aussi des opportunités. Dans les entreprises qu'on peut avoir en portefeuille, bien souvent ce qui se passe, si elles ont plus de croissance que la concurrence, c'est qu'elles sont en train de créer des nouveaux produits, des nouveaux services via l'innovation et ils prennent des parts de marché à la concurrence, en plus du fait qu'ils peuvent même créer des nouveaux marchés ou faire grossir des marchés total adressables. C'est un sujet passionnant qui est pour moi très important dans toute analyse et c'est pour ça que je voulais vous en parler. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme je vous le disais, pour ceux qui veulent nous rejoindre et aller plus loin dans l'apprentissage, premier lien en description, tout en soutenant aussi mon travail et la chaîne. C'est grâce à vous tous qui nous rejoignez que je peux continuer aussi à faire tout ce travail. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.